Voilà, donc je suis là ce soir pour répondre à une question simple, c'est pourquoi un lab dans une école d'art. On va commencer par expliquer ce que c'est qu'un Fab Lab, pour bien vous embrouiller. On va commencer par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on y fabrique? Et puis ensuite, je vais plutôt m'adresser aux étudiants. Qui est-ce qui est étudiant ici à l'école? D'accord. Et dans le grand public, qui est-ce qui est considéré comme grand public extérieur à l'école? D'accord. Ouais, mais alors après, qui est-ce qui est ancien étudiant et qui est dans le public maintenant? Il faut que je mange le micro. Ok, donc je vais en profiter aussi pour expliquer aux étudiants ce qui les attend dans l'année, à quel matériel ils ont à disposition. Ce sera aussi valable pour le grand public sur le temps public qu'est le vendredi. Je vais vous expliquer tout ça. Ça commence maintenant. La partie ennuyeuse, c'est, on va commencer direct par... je vais vous lire la page Wikipédia, parce que je l'ai relue hier soir, et en fait, il y a vraiment une bonne... c'est assez exhaustif. Il n'y a pas trop de bêtises. Donc, on commence par un Fab Lab, donc ça vient de l'anglais, Fabrication Laboratory, qu'on a vicieusement inversé en Lab Fab, pour ce qui nous concerne, puisque on s'adresse aux francophones. Donc Lab Fab, c'est le laboratoire de fabrication. C'est la traduction que vous trouvez, laboratoire de fabrication.fr, donc francophone. Dès le départ, on s'était inscrit dans cette logique-là, quand les Beaux-Arts nous ont accueillis ici en 2013 maintenant, fin 2012, début 2013 officiellement. Voilà, même s'il y avait déjà une activité un peu latente auparavant. Donc c'est quoi? C'est un lieu ouvert au public, ça c'est important, c'est même déterminant, où il est mis à disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur pour la conception et la réalisation d'objets. Donc ça c'est la partie fabrication numérique. Et ça je vais vous le dire tout de suite, on mélange beaucoup les savoir-faire traditionnels, la fabrication, et le numérique dans le sens, pas forcément réseau, dans le sens automatisation des tâches, ce genre de choses. Voilà. Donc la caractéristique principale des labs, c'est l'ouverture. Alors après, ça s'adresse à tout. Là, ils disent entrepreneurs, designers, artistes, bricoleurs, étudiants, hackers, en tout genre, qui veulent passer le plus rapidement de la phase de conception à la phase de prototypage. De la phase de prototypage à la phase de mise au point, du mise au point à celle du déploiement, etc., etc. Il regroupe différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Tout ça, je vous le confirme. C'est en tout cas, là je parle des temps publics, je ne vais pas parler des temps étudiants, où il y a principalement des étudiants, même pour les beaux-arts. Sinon sur les temps publics, il y a vraiment de tout. Vous verrez dans les portfolios, je vous ferai une petite revue rapide de ce qui a été bricolé au sein du lab ou autour du lab. Vous verrez qu'il y a vraiment de tout. Je vous confirme cette phrase sans problème. Ça constitue aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet entre autres de fabriquer des objets uniques, objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, outils. Donc ça c'est une deuxième caractéristique, ça part dans tous les sens. Vraiment. Ça fait partie aussi du job, c'est de pouvoir s'interfacer avec tout type de demandes. Là, pour la fin, je vous ai préparé de la lecture pour l'hiver. Vous verrez qu'il y a un peu de tout, de l'électronique, du code, de la socio, de la philo, des maths. Enfin, vous pouvez, c'est très très vaste, les champs d'application. Ici, pour ce qui concerne les beaux-arts, on va du handicap en passant par les drones, en passant par du design. Enfin, vous verrez sur le portfolio. Tout ça, ça vient du MIT à la base. Neil Gershenfeld, le nom imprononçable que vous avez ici. Qui lance ça, en fait, à l'époque, c'est un cours qui est initié au MIT, qui s'appelle How to Make Almost Anything, comment fabriquer à peu près presque n'importe quoi, et un deuxième cours qui s'appelle How to Make Something That Makes Almost Anything, comment fabriquer quelque chose qui fabriquera presque n'importe quoi. Et ça a été des cours qui ont été donnés au MIT, et dès le départ, ça a été un carton. C'est des cours où on apprenait à faire un circuit, les bases du code, les bases de l'usage d'un laser, d'une machine à commande numérique, d'une fraiseuse, d'un cutter, enfin automatisé si vous voulez. Voilà, et c'est parti comme une balle. Et c'est arrivé en France à partir de 2009, ça a commencé à Toulouse, Artilec. Donc ça c'est le canal historique officiel de la France, parce que pour être charté MIT, c'est-à-dire pour utiliser l'appellation Fab Lab et son logo, que vous voyez ici, normalement, non, il a été enlevé.
peut-être en bas. Non. C'est pas grave. Pour être charté MIT, c'est-à-dire se revendiquer de l'appellation Lab, officiellement, il faut suivre la charte du MIT et qui impose cette ouverture au public et un parc de machines minimal. Et maintenant, elle impose même de suivre une formation en son sein pour les futurs responsables de Lab. Voilà. Nous, on est passé au travers les gouttes parce qu'on était au tout départ de ça et ça s'est fait naturellement. On était dans l'écosystème, donc on est passé au travers de ça. Je n'ai pas suivi le cours officiellement du MIT pour être tout à fait honnête, mais bon, ce sont des choses que je savais déjà faire. Voilà. Donc après, s'il y a une histoire d'argent aussi dans l'affaire, puisque je crois que les certifications, ça doit tourner autour de 5 000 € pour ceux qui voudraient s'engager là-dedans. Voilà, et puis ensuite, ça a essaimé, ping à Nantes, le FacLab de la Cergy qui était le premier à faire un DU lié à la fabrication numérique, comment être responsable de chaîne de fabrication numérique en gros, et puis ensuite Rennes qui s'est officiellement déclaré. Voilà, donc les principes de base, l'ouverture, collaboration, on s'appuie sur des machines de fabrication numérique et des réseaux qui permettent de s'échanger des fichiers dans le monde entier. L'aspect réseau est essentiel. Ça part quand je vous disais ça part dans tous les sens, c'est aussi parce qu'on relaie ça, on est instantanément relayé au Brésil, en Inde, enfin, on ne maîtrise pas vraiment notre com, quoi. C'est la magie du net. Voilà, moi je me méfie toujours un peu de ça parce que ça peut être à double tranchant. Ça descend aussi vite que ça monte, ce truc-là. Voilà, enfin ça c'est une opinion personnelle. On parle donc de logiciels libres beaucoup. Là, vous avez une phrase qui dit que l'appropriation, que le logiciel libre a facilité s'étend maintenant au matériel libre. Donc les logiciels libres, je ne sais pas si ça vous parle. À qui ça parle? Pas. Il y a une personne à qui ça ne parle pas. D'accord. Le principe, c'est de partager la recette de cuisine du plat qu'on prépare. En gros, c'est très tiré par les cheveux comme explication, mais voilà. En gros, je fabrique quelque chose, au lieu de garder ma recette de cuisine, je te fais une crêpe, une pizza, je la partage. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais les crêpes et les pizzas, c'est tombé dans le domaine public, donc ça c'est encore autre chose. Tu as le droit de le modifier sans avoir d'avocat sur le dos. C'est pas le cas dans l'industrie du logiciel. D'accord? Donc quand tu écris du code, c'est soumis à tout un tas de droits, et jusqu'à présent, c'était pas forcément distribué. Et puis des universitaires, c'est né au MIT aussi, qui avaient du mal qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas réparer l'imprimante qui ne marchait pas dans leur bureau. Ça, c'est Richard Stallman qui fait ça. Et qui, du coup, alors qu'il était lui-même capable de développer les drivers pour corriger lui-même ses emmerdements, pour le dire poliment, il ne comprenait pas. Et ça, c'était uniquement pour des raisons légales. Le fabricant n'autorisait pas quelqu'un qui n'avait pas payé les licences ou quoi ou qu'est-ce, ou qui n'avait pas l'autorisation à réparer ou à développer la partie logicielle qui manquait. Donc il a écrit le driver et il a libéré sa recette de cuisine. D'accord? Voilà, donc il faut bien différencier. Il y a un point important à connaître là-dedans. Quand vous entendez parler de logiciel libre ou de logiciel open source, toutes ces variantes, c'est que libre, c'est pas forcément gratuit. C'est-à-dire que si je te vends un plat préparé, je peux aussi te le donner. Mais le nerf de la guerre, c'est sur la publication de la recette. Est-ce que quand tu achètes ton plat préparé, tu as la recette avec ou pas? Est-ce que c'est un peu plus clair ou là tu es bien embrouillé? Le principe, c'est de publier de façon ouverte ce que tu fais. D'accord? Un plan, un bout de code. Alors au début, c'était uniquement le logiciel libre et ça s'est étendu au matériel. Donc tu as maintenant des plans de maison, des plans de circuits électroniques, des plans de bateaux, des plans de prothèses, enfin on fait un peu de tout, des plans de mobilier. Ça concernera beaucoup les étudiants ici, c'est très important de se pencher sur la question puisque ça rejoint la problématique de la propriété intellectuelle. Et là, ça va commencer à vraiment vous intéresser, les ayants droit et l'argent qui est associé à tout ça. D'accord? Mais c'est pas parce que tu publies librement quelque chose que tu ne peux pas en vivre. D'accord? Je reviens aux crêpes et aux pizzas. La pizza, la recette, c'est pas la recette de Coca-Cola, elle n'est pas dans un coffre-fort quelque part. D'accord? Ça n'empêche pas Buitoni d'en faire une industrie, Picard d'en surgeler des centaines de mille à l'année, d'en faire une chez toi sans que tu aies des avocats qui viennent sonner à la porte en disant « Bonjour, vous n'avez pas payé le droit de faire vous-même chez vous la pizza un tel, la Regina ou la 4 fromages, c'est breveté, c'est déposé, c'est une marque. »
D'accord? C'est tout ça qui est derrière en jeu. Donc, intéressez-vous à ça parce qu'à l'ère du numérique, ça va très vite. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'industrie musicale, le trou d'air qu'il y a eu au niveau financier et de la protection des ayants droit. Voilà, les étudiants ici, ça va être une des parties de mon job dans l'année, pour ceux qui viendront au lab, c'est de s'intéresser à la question du droit. Les propriétés intellectuelles, exploitation commerciale ou pas, d'accord, de vos productions artistiques, culturelles, peu importe. D'accord, ça, vous pourrez aussi voir avec des anciens étudiants. Je parle Corentin qui est un ancien moniteur d'ici qui pourra aussi vous parler de l'importance que ça a. Voilà, il faut bien dissocier l'aspect économique de l'aspect intellectuel. C'est clair? N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous ne comprenez pas, parce que des fois j'utilise beaucoup de gros mots sans m'en rendre compte. Ça va? Ok, donc ça c'est une particularité. On utilise beaucoup de logiciels libres pour des raisons à la fois financières et légales. Donc ce sont des logiciels qui sont souvent gratuits, pas toujours, hein, puisque libre et gratuit c'est deux choses bien différentes. J'insiste. Et puis pour des raisons surtout de liberté, parce que ça veut dire qu'on a accès à la recette du plat cuisiné. Donc on n'est pas obligé de bouffer du plat cuisiné ultra salé avec plein de gras. Comme on a la recette, on peut le refaire nous-mêmes et diminuer la quantité de sel, de gras. Vous voyez l'intérêt? Donc du coup, ce qui se passe avec du logiciel libre, qu'on ne peut pas faire avec du logiciel propriétaire, que ce soit payant ou pas. Hein. L'exemple des freeware, par exemple. Vous avez tous peut-être téléchargé des freeware? Ça vous parle, ça? Non? Genre 7-Zip ou des trucs comme ça pour désarchiver gratuitement vos .zip? Bon, eh ben, vous pouvez avoir un logiciel qui est gratuit, mais qui n'est pas libre du tout. Vous ne pouvez pas avoir accès à la recette. Vous achetez un plat préparé, point barre. Vous devez vous contenter de ce qu'il y a. D'accord? Donc comme dans un lab, on peut être amené, comme on fait tout et n'importe quoi, on peut être amené à modifier tout un tas de choses, notamment des bouts de code. C'est super de se baser sur des logiciels qui permettent d'avoir la recette de cuisine et de la modifier. D'accord? Ça peut paraître accessoire, c'est essentiel. Sans ça, il y a tout un pan de Linux ne serait pas possible, Wikipédia n'existerait probablement pas, Firefox, tous ces trucs-là, ça n'existerait pas. D'accord? Les labs eux-mêmes n'existeraient pas. Ok? Voilà, après il y a les enjeux sociaux, éthiques, économiques et prospectifs. Ça c'est un peu le point faible des labs, c'est le modèle économique, en tout cas en France. On est partagé, moi j'ai le problème entre guillemets ici aux Beaux-Arts, qu'on est dans un établissement public de coopération culturelle. Donc c'est un navire qui n'est pas du tout dimensionné pour l'agilité aujourd'hui dont on a besoin sur, par exemple, des commandes sur le web, payer via PayPal, faire un Kickstarter. Kickstarter, ça parle à tout le monde? Oui. Ce genre de choses, l'administration n'est pas dimensionnée. Enfin, c'est compliqué, on y arrive. On a ici la chance d'avoir aux Beaux-Arts une souplesse et une compréhension qui nous permet de faire un peu les saltimbanques dans ce cadre, dans ce bac à sable qui est assez restreint. Voilà, mais c'est un peu compliqué. Si vous voulez, je résume souvent ça en disant c'est difficile d'avoir un modèle économique de librairie quand on est une bibliothèque. Je ne sais pas si l'image est parlante, mais voilà, on est obligé de faire avec. C'est compliqué d'avoir, je sais pas moi, par exemple, des choses facturées à titre. Dans les labs, il y a beaucoup de. On peut acheter des goodies, par exemple, ou acheter un prototype, ou des kits. Une pré-vente, ce qu'on trouve sur Kickstarter, par exemple, vous avez certains labs qui vivent de ça. On ne peut pas faire ça ici. On n'a pas la souplesse d'un BDE parce que le lab est vraiment intégré. Là, je parle pour le lab des Beaux-Arts, à l'administration. D'accord? Voilà, bon, ça, sinon les modèles économiques, vous les avez. Alors il y a beaucoup de start-up, pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça que pour vous les étudiants, ça peut être intéressant parce qu'il y a des sociétés aussi qui font de l'édition. On en parlera tout à l'heure, comme Make. Ces sociétés-là vont prendre des kits. Vous avez même des gens qui font eux-mêmes des kits pour les distribuer ensuite. Campagne Kickstarter, distribution, etc. Donc ça pourrait peut-être intéresser des étudiants, j'en sais rien. C'est très lourd. Faut pas, une campagne de financement participatif, c'est un vrai métier. C'est un job, quoi. Quand vous êtes pendant 3 semaines à fond la caisse en com, il faut vraiment valoriser ce que vous faites. Voilà, en gros, ça c'était sur les aspects économiques. C'est encore flottant, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus pour l'instant. Tout le monde se cherche, pour être tout à fait honnête. Sachant qu'ici, on est encore une fois aux Beaux-Arts, c'est encore
peu particulier puisque du coup, sur la semaine, on a une velléité d'enseignement. D'accord? Que vous puissiez, en tant qu'étudiant, vous familiariser avec les outils numériques pour après, derrière, pouvoir vous interfacer avec des PME, des artisans. Et si vous arrivez avec un modèle sans cote, par exemple, le gars va vous regarder en disant bah ouais, mais moi j'ai besoin de cote. Si vous voulez une dimension un peu plus comme ça ou un peu moins, ça veut rien dire pour eux. D'accord? Et vous avez besoin de fichiers au même titre que quand vous allez voir un imprimeur, ce qui aujourd'hui paraît évident pour les sections d'art graphique, ils vont voir, je ne vais pas faire de pub, mais un reprographe, on appelle ça, je crois, hein, je ne me trompe pas. Et c'est une prestation, mais si vous arrivez avec un fichier moisi, derrière, ils ne vont pas faire de miracle. D'accord? Donc vous êtes tenu d'arriver avec, que ce soit un PDF, une image ou quoi aux caisses, des documents qui sont calibrés, qui répondent à un minimum de standards. Avec l'arrivée du numérique, l'impression 3D, enfin la fabrication numérique, impression 3D, découpe laser, etc., l'alimentation n'est pas magique. Il faut que vous prévoyez des fichiers qui soient cohérents pour la machine. D'accord? Et là, on est quand même bien à la ramasse en termes de niveau général. Alors, ce n'est pas essentiel, mais je pense que ça peut aussi vous permettre d'ouvrir certaines parties de la technique pour la rendre un peu plus créative. Vous voyez? Parce que ça manque aussi du côté technique. Les techos, ils sont un peu techos et ils oublient la poésie et le fond parfois. Voilà, ça c'est encore un jugement personnel, mais c'est important. Pour ce qui concerne le lab, c'est un peu cette philosophie-là qui va transparaître. Le dernier point crucial d'un lab, pour avoir la charte, c'est ce qu'on y trouve en matériel à l'intérieur. Une fraiseuse. Fraiseuse, donc vous voyez ça comme une perceuse verticale qui vient travailler le bois en se déplaçant. Comme une imprimante, comme un traceur, sauf que là on a une grosse perceuse qui vient défoncer 20 cm de bois si vous voulez. Découpe laser, donc là c'est la même chose mais sans contact mécanique. Ça permet d'avoir des découpes super nettes, nickel, infinies, mais on est limité en épaisseur de matériaux. D'accord? La découpe vinylique, ça c'est un cutter automatisé. Ça va vous servir à faire des pochoirs, des stickers, des lettrages, des découpes. Si vous avez des cuirs fins par exemple, vous pouvez aussi faire de l'artisanat ou de l'art, peu importe. Ici, par exemple, on a utilisé ça beaucoup pour faire des stickers, sérigraphie et ensuite des coupes vinyliques pour avoir des stickers avec des formes complètement improbables et non répétitives. Ça vous évite les ronds ou les carrés, les rectangles qu'on vous propose dans l'imprimerie classique. Les imprimantes, alors numérique, impression et découpe éco-solvant, ça, on ne va pas en parler. L'imprimante 3D, le truc sexy, l'impression 3D. Mythes et légendes là-dedans. L'impression 3D, la tendance qu'ont les étudiants et le grand public en général, c'est de mettre de l'impression 3D à toutes les sauces. C'est nouveau, on est intéressé, donc je vais tout faire en impression 3D. Faut savoir que l'impression 3D, c'est très chronophage en termes de temps d'impression, c'est très long, et que ça s'applique surtout au prototypage. Vous allez faire des très petites séries. Envisagez ça même pas pour faire des séries. Parce que sauf si vous avez l'hiver à passer à attendre que la machine finisse vos 50 pièces. D'accord? Concrètement, une petite pièce comme ça va demander 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. L'équivalent d'un crâne pour, je prends une expérience qui revient tout le temps chez nous, le volume d'une boîte crânienne, c'est 2 jours et demi à peu près sur les imprimantes classiques que vous trouvez. D'accord? Donc il faut démystifier, c'est intéressant de l'avoir, ça permet de prototyper des pièces complètement improbables, mais ça ne va pas remplacer toutes les pièces de votre frigo, etc. Parce que mécaniquement, ça n'a pas forcément les mêmes propriétés. Par contre, c'est super pour tester facilement une idée qui ne coûte rien, puisque 1 kilo de plastique, c'est une vingtaine d'euros. Donc par rapport à ce qui se fait d'habitude en prototypage, faire des moules par exemple, vous n'allez pas voir un industriel qui fait des moules à moins de 1000 ou 10 000 pièces, parce que le coût du moule en lui-même va être trop important. D'accord? Donc là, dans ce contexte-là, l'impression 3D, c'est royal. Vous avez besoin d'une pièce unique qui n'existe pas, ou vite fait, vous en avez besoin, il n'y en a plus, vous pouvez dans certains cas. Mais de là à tout remplacer, on n'en est pas encore là, on est dans la prospective pour tout ce qui est... Parce que vous avez certainement entendu les médias vous parler d'impression cellulaire, d'impression de pizza. La NASA a imprimé des pizzas. Je pense qu'il y a longtemps que la NASA n'a pas vu de pizza, en vrai, parce que
il faut être motivé, ou dans l'espace pour manger des pizzas comme ça. Mais l'idée étant d'imprimer des aliments à distance, enfin, tout ça, ça reste encore... voilà, moi j'oublie jamais que j'ai grandi à l'époque où Sciences et Vie Junior et Sciences et Vie nous disaient qu'on volait dans les années 2000. Voilà, je suis toujours avec un gros diesel aujourd'hui. Donc voilà, il y a une nuance entre ce qui sort des labos de recherche, ce qui est même une implémentation fonctionnelle d'une idée, et sa diffusion au grand public, ou même l'acceptation dans les milieux professionnels. Voilà, et puis après on découpe... alors, dans certains Fab Labs, on peut aussi retrouver des machines à commande numérique, encore réservées à l'industrie. Nous, on n'a pas ça en interne pour des raisons de place. Par contre, via le réseau dont je vous parlais, l'importance du réseau, on a tissé sur Rennes, sans que ce soit des partenariats officiels, un réseau donc, où on a accès à découpeuses de plasma et découpeuses à jet d'eau. Donc la découpeuse à jet d'eau, c'est une très grosse piscine, celle-là auquel on a accès, elle est au pôle mécanique de l'université de Rennes. Et vous découpez 15 cm de granit comme pour rigoler, quoi. Comme si c'était du beurre. Après, avant, il faut avoir préparé des fichiers corrects. Sinon, vous ne découpez rien du tout. D'accord ? Et c'est là où on va intervenir. Là, je parle aux étudiants et à ceux qui vont suivre les cours du soir aussi. C'est là où le lab va vous être utile. Sur le cycle, on va, pour les plus motivés, ça n'a rien d'obligatoire. Pour ceux qui veulent, apprendre à s'affranchir de tout ça. Moi, mon objectif, c'est de vous redonner un peu de souveraineté et puis de démystifier tout ça, parce que ça reste des caisses en métal ou en bois, et que tout se passe en amont, en fait. D'accord ? Je dis souvent que c'est pas Jimi Hendrix. Enfin, moi, je prends le set de Jimi Hendrix, ça va pas sonner Jimi Hendrix. D'accord ? Jimi Hendrix prend ma guitare, ça va sonner Jimi Hendrix. Donc, ça vient pas de la guitare, et ben, c'est pareil pour le laser, pour l'impression 3D, D'accord ? Voilà, moi, mon objectif, c'est pour les étudiants, encore une fois, d'avoir un usage créatif de tout ça. Et de démystifier, parce que on m'a souvent dit que vous étiez des digital natives. J'y crois pas un instant. Moi, je suis né avec la voiture, je suis automobile natives. On ne m'a pas donné mon permis à la sortie de la maternité. Vous, ça va être pareil. Le numérique, quand je vois ce qui se passe avec mes enfants, ils utilisent le numérique, mais ils le subissent plus qu'autre chose. Et c'est pas parce qu'on sait ouvrir un compte sur Facebook ou tweeter qu'on s'affranchit de la machine. D'accord ? Parce que ce sont les mêmes personnes. Moi, mes enfants, quand ils ont à renommer 50 photos, ils ne le font pas parce que dans leur idée, ça va prendre l'après-midi à renommer les photos une par une. D'accord ? Quelqu'un qui s'est un peu affranchi du numérique, il va automatiser ça et c'est réglé en 30 secondes. C'est ce niveau de liberté que je voudrais vous permettre d'atteindre pour les étudiants. Chose que normalement vous devriez pouvoir valoriser derrière, parce que les milieux professionnels sont un peu en demande, ils sont aussi en transition. Les PME, les menuisiers, l'imprimerie, tout ce qui est impression, je pense qu'ici on confirmera que ça a quand même bien avancé la transition dans les usages. Par contre, ce n'est pas forcément le cas encore en menuiserie, par exemple, ou dans les ateliers métal. D'accord ? La découpeuse à plasma que nous, on n'a pas, c'est en gros une torche avec une flamme qui est automatisée. Au lieu d'une découpe laser, vous avez du gaz qui est alimenté comme ça et qui vient, cette fois-ci, découper... je sais pas, 3 ou 4 mm d'acier, comme ça, même chose, sans trop de problèmes, avec la précision d'un robot. Voilà. Ensuite, scie sauteuse, scie à ruban, ponceuse, perceuse à colonne, machine à coudre, machine à broder, machine à produire, voilà, il y a de tout. Là, au Beaux-Arts, on a la chance d'être un lab complet par extension. Le lab, concrètement, ici, je ne vais pas vous embrouiller tout de suite avec le lab étendu. Concrètement, ici, au Beaux-Arts, c'est un bureau qui nous sert de stock, que vous trouvez au bout de la section design, à l'entrée de la section design. Ensuite, il y a en face une deuxième salle où là, vous trouvez 3 PC. Il y en a un sous Windows, un sous Mac, un sous Linux. On est agnostique sur les systèmes d'exploitation, puisque nous, ce qui nous intéresse, je vous le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est logique métier, format de fichier, tous ces trucs-là. Après, Mac, etc., on va privilégier tout ce qui est logiciel libre, comme je vous le disais tout à l'heure, mais peu importe la plateforme, quelque part. Et puis, ça me permet, moi aussi, d'être un minimum cohérent, c'est-à-dire de ne pas former des futurs pirates sur des logiciels que des étudiants ne peuvent pas se payer et donc ils vont craquer. Et je ne forme pas des pirates. C'est pas l'école de la flibuste. Voilà, donc je me refuse pour être tout à fait honnête, à vraiment pousser. C'est-à-dire, je vous aiderai si vous venez avec des trucs bien propriétaires, mais je ne vais pas être super proactif. D'accord ? Parce que c'est beaucoup plus simple. Je vous expliquerai plutôt comment on fait pour le faire de façon légale et avec un peu plus de liberté. Ok ?
Voilà, et ce que je voulais dire, c'est que, alors il y a aussi le préfabriqué, pardon, je m'embrouille. Le préfabriqué, c'est la zone un peu de production, ce qui correspond plus à un atelier classique, où là il y a les lasers, les choses qui fument, qui font du bruit. C'est là où c'est un peu le carrefour. D'accord, ça c'est la zone 5 qui se trouve entre l'atelier métal et l'atelier terre. Je ne sais pas s'il y a des premières années ici, si on commence à s'y retrouver dans cet endroit-là. Voilà, on est en train de le refaire, on a changé l'électricité, vous avez un beau bleu layette des mers du Sud qui vous attend. Et le plancher aussi est refait. Donc voilà, ça c'est le lab en lui-même. C'est cette partie-là qui est ouverte au grand public par défaut. Ensuite, par extension, quand un porteur de projet du lab, qui soit étudiant ou du grand public, a besoin d'une ressource des beaux-arts, et c'est là où toute la richesse des beaux-arts entre en jeu, c'est que vous avez un atelier menuiserie, un atelier métal, un atelier de sculpture, enfin de... Non, pas de sculpture, de... Je ne sais pas comment on les appelle, l'atelier de la salle terre, c'est... Modelage, atelier terre. Vous faites de la terre. C'est là où c'est tout ce qui est modelage, céramique. Vous avez aussi un atelier résine, si vous voulez faire des planches à voile. Vous avez un studio photo, l'amphi, qui est à disposition aussi, si vous voulez faire une conférence sur tout ça, ça s'organise. Voilà. Mais là, il faut être porteur de projet. Ça, c'est pas valable pour les étudiants. Les étudiants, bien sûr, heureusement pour eux, accès à tous les ateliers. D'accord ? Mais pour les porteurs de projets extérieurs, quelqu'un qui veut, je sais pas moi, faire, je vais dire n'importe quoi, voilà, un mix de numérique, un porte-manteau qui tweet, quand vous mettez un manteau dessus, ben vous allez avoir besoin de bois par exemple, en mettant que votre porte-manteau soit en bois, ben vous aurez accès à la menuiserie. D'accord ? Le seul deal qu'on demandera au grand public, ça c'est pas valable pour les étudiants, c'est de publier une partie de ce que vous faites. Ça peut être un plan, ça peut être un bout de code, un circuit. Voilà. Le deal pour le grand public, il est là. Parce que tout ça, c'est gratuit. Ok ? Enfin, c'est déjà payé par vos impôts. On va le dire autrement. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Après, il y a les EPN, les espaces publics numériques. Je ne sais pas si ça parle aux gens, ça, mais bon, je vous laisserai lire Wikipédia. On ne va pas faire non plus une session... C'est déjà assez ennuyeux. Les enjeux aujourd'hui, c'est la formation dans les labs, pour les raisons dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une mutation qui est en train de se faire quand vous voyez des écoles comme le 42 qui sont là pour le code. Le 42, ça vous parle, non ? C'est Xavier Niel, je sais pas comment. Le boss de Free, l'un des fondateurs de Free, qui a fait une association qui est une école en fait gratuite, qui est ouverte. Alors la sélection est hard, c'est le dernier qui reste debout est pris en général, mais c'est une bonne école, c'est surtout une école autonome et vous apprenez à travailler, là je parle au niveau du code, un peu comme on fait dans les labs, dans les hackerspace et dans les tech shops. Je viens de dire 3 gros mots là, personne n'a relevé. Hackerspace, tech shop, lab, ça parle à tout le monde ou je fais une petite explication peut-être ? En gros, c'est à peu près la même chose, c'est souvent les modèles économiques qui sont différents. Un hackerspace et puis les statuts légaux. Un hackerspace, c'est souvent souterrain, c'est, je sais pas à quoi ça pourrait correspondre en musique, un label indépendant punk, voilà, pas forcément, on fait des choses un peu libertaires, ou, enfin, voilà, des choses un peu marginales, on va dire, ou, enfin non, c'est pas le terme, pas marginal, décalé, hors norme, je sais pas, enfin voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Dans la, hein, ouais, voilà, souterraine. Je vais le dire en français avec la loi tout bon. Voilà. Donc, là, c'est les gens font ce qu'ils veulent, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la méritocratie absolue, c'est ceux qui font qui sont responsables des projets, souvent. Et après, ça peut être complètement alternatif dans les financements, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de financement. Vous avez des associations, il y a des hackerspace, notamment en Allemagne, le canal historique pour l'Europe, qui ont donc quelques millions d'euros de budget quand il faut faire des choses. Donc ça peut être aussi, voilà, ne voyez pas ça comme des punks à chiens qui vous demandent la pièce nécessairement. Même si je n'ai rien ni contre les chiens ni contre les punks. Ok ? Après, vous avez les labs qui sont plutôt institutionnels pour l'instant. C'est souvent des écoles, des IUT, des facs qui sont derrière. Il y en a qui essaient d'en faire des versions privées. Et là, ça devient un tech shop. Tech shop, c'est même une marque aux États-Unis. En gros, ce sont des super labs avec du super matos. Ça, vous avez quoi, 1,5 million, 2 millions de dollars ou d'euros sur la table
de matos à disposition, des abonnements ça fonctionne comme les clubs de sport si vous voulez. Sauf qu'au lieu d'aller ramer sur un rameur, vous ramez sur un circuit ou sur une découpe laser ou une scie sauteuse, vous apprenez à souder, vous apprenez l'injection du plastique, la conception d'un moule. Ce qui vous intéresse, l'idée derrière étant de vous permettre de faire votre projet, après qu'il soit financé, finançable, vendu, vendable, c'est votre problème, c'est à vous de voir. Il y a eu des grosses success stories dans certains tech shops. Dodo Case, je ne sais pas si ça vous parle pour les premiers. C'est des habillages d'iPad en cuir, donc l'intérieur était découpé au laser, c'était des pièces magnifiques qui mélangeaient le bois et le cuir. Les prototypes ont été faits dans un tech shop. Donc les gars sont venus faire du sport, ils ont payé leur abonnement, ils ont sorti leur projet, ils ont fait un Kickstarter derrière et là ils ont levé des millions et depuis ça se vend. Vous regarderez Dodo Case si vous voulez des habillages d'iPad et d'iPod un peu classieux et en direct de la Californie. Voilà. Donc ça, c'est une success story, il y en a plusieurs, hein, je vous regarderai. Voilà. L'important, c'est de lire, c'est pour ça que je le fais exprès aussi de vous saouler à lire une page Wikipédia. Vous allez dire, c'est quoi ce truc? J'avais perdu 1 heure de ma vie pour ça. C'est juste parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les tech shops, dans les labs, dans les hackerspace, c'est la notion d'aller chercher l'info par soi-même. En gros, si tu ne sais pas, tu demandes à ton voisin de gauche. Si le voisin de gauche ne sait pas, tu demandes à celui de droite. Si devant, derrière, ça ne répond pas, tu demandes au dieu Google. Et si vraiment tu n'as rien trouvé, là, on va commencer à se poser des questions. Mais il y a cette culture de l'autonomie quelque part. Vous voyez, vous n'attendez pas à ce qu'on vous mâche le travail. D'accord? Entre guillemets. Par contre, on va vous accompagner dans votre progression. C'est-à-dire qu'on va vous éviter... on va vous pointer des ressources. On est déjà passé par là. Si vous voulez faire ceci, consulte ce site web, va voir ce site-là qui offre des ressources, va voir un tel, etc. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Je vous lirai la page si vous voulez par la suite. Ensuite, on arrive sur LabFabFR. Donc LabFabFR, ce lab-là qui a commencé dans un tout petit espace aujourd'hui, depuis très peu de temps, depuis là, la rentrée, c'est devenu officiellement ce qu'on appelle le lab étendu. Donc vous irez sur LabFabFR, voir, et ça regroupe les infos. Donc vous avez dans le blog les infos relatives à ce qui se fait dans les labs de Rennes, puisqu'on a essaimé en fait, c'est tout simplement ça. Il y a eu Bug qui a ouvert, l'association Bug qui est dans le centre de Rennes, qui a ouvert un lab, puis ensuite Rennes 1 s'est dit mais c'est pas mal ce qu'ils font, puis Rennes 2, puis l'écodomaine de l'étrier, enfin c'est dans le désordre, hein. Quand je dis puis, il y a pas de, c'est pas dans l'ordre d'apparition des acteurs. Voilà, et donc maintenant, on avait jusqu'à l'été dernier un gros problème de visibilité, c'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas en fait le lab, déjà Fab Lab, Lab Fab, qu'est-ce que c'est que ce truc, du numérique, c'est des pirates, ils font n'importe quoi, il y a une grosse visibilité, mais comment on les rencontre, ils disent qu'ils sont ouverts, mais en fait c'est compliqué de les joindre. On est conscient de tout ça, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est très protéiforme et qui est en progression. Et on ne voulait pas faire un gros lab qui phagocyte tout le lab. L'idée, c'est de fonctionner en réseau. Je vous parlais tout à l'heure de ça, d'un des points fondamentaux. Et l'idée, c'est plutôt de mutualiser les machines qu'il y a sur le territoire et ensuite de fonctionner en réseau, de mutualiser les compétences, les ressources, à la fois humaines et matérielles, et financières pour le coup, quand il y a besoin. D'accord? Ça a donné aujourd'hui la carte. Hop, je reviens sur la carte ici, juste pour être exhaustif. Donc ici, nous sommes là. Vous voyez quelque chose là? Je vais voir si... Donc là, visiblement, vous savez nous trouver, puisque vous êtes là. Ensuite, on a historiquement la maison des associations, qui est plus orientée problématique grand public, sociétal, ce genre de choses. Les enjeux du numérique sur la vie privée, sur l'acculturation, on appelle ça. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'exclusion dans toutes les couches sociales de la population. C'est plutôt cet aspect-là du numérique qui est envisagé au lab. Et la médiation avec les enfants aussi, toujours dans cette logique d'acculturation. Hub Epitech, ça c'est des gros techos du code. C'est une école privée, donc ingénierie, logiciel plutôt. Là, vous allez plutôt aller les voir si vous voulez faire tweeter votre cafetière, faire la super appli qui va défoncer Google, etc., etc. D'accord? Plutôt orienté code. Web et code sur les machines aussi, bas niveau. Vous avez ensuite les du lab. Alors là, c'est un lab qui est spécialisé, là on est à Rennes 2, qui est spécialisé dans l'enseignement de gens qui vont devenir des futurs
responsable de médiation, donc type Lab Manager, comme on dit par exemple, mais aussi espace public numérique de zéro amélioré, qui inclut cette comment dire qui inclut cette partie numérique qui n'était pas présente jusqu'à présent dans les espaces publics numériques. Ça fait beaucoup de numérique là-dedans. Voilà, donc en gros, c'est un lab qui est dédié à l'apprentissage pour ensuite. C'est un lab orienté éducation, plutôt sur les méthodes. Comment pédagogiquement on fait comprendre que le libre c'est pas gratuit, qu'on n'est pas là forcément pour donner notre chemise, quels sont les impacts sur la vie privée, etc. Il y a aussi cette couche là sur les usages, parce que tout ça c'est quand même récent. Le web on l'oublie, mais voilà, vous avez le Fab Lab UTIS, donc là on est à Rennes 1, vous avez 2 labs à l'intérieur, donc là il y en a un qui est plutôt orienté, même chose pour les enseignants, comment on fait pour que les actuels universitaires intègrent ces méthodes-là. Ça c'est la partie UTIS, et vous avez la partie UR1 qui est plus comment on fait pour avoir un lab qui va faire par exemple open source véhicule. On s'intéresse à la voiture open source avec tous les problèmes de mobilité que ça représente derrière. En fait, ce qu'on envisage, c'est la mobilité sous un aspect open source. On partage de façon collaborative les ressources qui sont produites par les universitaires appliquées à un véhicule. Concrètement, ça donne quoi? On a sur Rennes 1 2 châssis, 2 bagnoles. Voilà. Enfin, il n'y a pas de cockpit, mais il y a 2. Et Télécom Bretagne travaille dessus en partenariat avec Rennes 1. Vous êtes ouverts, vous êtes invités, c'est ouvert, donc vous êtes invités à venir, si vous voulez, il y a des camps plusieurs fois dans l'année, c'est ouvert au grand public, que vous soyez mécano ou plombier ou boulanger, ou peu importe, vous pouvez amener votre grain de sel là-dedans, c'est tout l'enjeu, y compris sur des choses bien techniques. D'accord ? Donc ça c'est pour Rennes 1, ça nous permet aussi d'avoir accès à des grosses machines universitaires, là, des coupes à eau dont je vous parlais, qui est une machine qui coûte très cher, à la fois à l'achat, en entretien, et puis il faut des opérateurs. Mais c'est la même chose pour, je sais pas, j'exagère, mais si vous aviez besoin d'un accélérateur à particules, par exemple, on pourrait s'arranger peut-être. Vous voyez, trouver quelqu'un, ou nous on va chercher par exemple de l'analyse ou de l'expertise en chimie ou en physique, par exemple. Quand on a besoin d'une formule où on ne comprend pas trop ce qu'on fait, on va voir un expert. Là, par exemple, je bosse avec une enseignante d'ici, Christelle Familiari. On est allé voir le pôle mécanique de Rennes 1 pour avoir accès aux chimistes. Et en fait, parce qu'elle voudrait travailler sur des surfaces des bâtiments qui changent en fonction des taux d'humidité ou des choses comme ça, mais de façon naturelle, pas numérique, juste par réaction chimique. Mais il ne faut pas que ce soit polluant, faut pas. Vous voyez donc là, on a besoin de chimistes. C'est comme ça que ça fonctionne en réseau. En interne, on n'a pas de ressources de chimistes particulièrement. Vous voyez comment ça commence à être clair, ou vous êtes bien embrouillé là? Vous êtes bien embrouillé, il n'y a personne qui répond. Ensuite, Téléfab, ça c'est Télécom Bretagne. Donc télécom et réseau. Si vous voulez des objets qui communiquent entre eux, l'Internet des objets, si ces choses-là vous intéressent, pour en profiter ou pour les critiquer, là je parle aux étudiants. Le numérique, tout n'est pas rose, il y a des enjeux derrière, ça peut être intéressant. Voilà, de faire sonner bizarrement des téléphones, d'avoir un autre correspondant que celui prévu, ça interroge. Enfin, vous faites ça dans une salle, ça peut poser des questions. Vous voyez, si vous voulez appeler quelqu'un et que vous avez quelqu'un d'autre, ou que vous appelez quelqu'un, ça fait sonner tous les téléphones autour de vous. Voilà, enfin, si c'est techniquement possible dans une enceinte, ça peut l'être un peu n'importe où. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut interroger aussi. Et là, si vous avez besoin de le faire en live, il faudra des moyens, du temps, mais c'est faisable. On va voir des furieux pour ça. Et le lab OC Son, là, c'est plus tout ce qui est audio. Si vous voulez triturer des dictées magiques, récupérer des vieux jouets d'enfants et faire du circuit bending, c'est-à-dire faire des courts-circuits dedans, rajouter des interrupteurs pour faire des instruments de musique qui n'existent nulle part ailleurs, c'est là que vous irez. Si vous voulez faire de la synthèse audio aussi, tout ce qui est si vous êtes fan de Pink Floyd par exemple, derrière les synthés, tout ça c'est de la musique complètement numérique. On peut faire ce genre de choses, la synthèse audio pure. Et vous avez aussi, comme c'est un lycée privé, des mécanos, des spécialistes en électronique de puissance, etc., etc. Donc là encore des ressources. Il y a une menuiserie, des grosses CNC, etc., etc. Quand je dis CNC, ça veut dire machine à commande numérique. C'est une traduction française à peu près, d'accord ? Dans le sens large du terme.
machine à commande numérique, ça va du laser, la découpe, tous les machines dont je vous ai parlé. Voilà, donc tout ça, ça forme le Lab Fab étendu. Et vous irez sur labfab.fr pour trouver les infos relatives. Donc comme je vous disais tout à l'heure sur le blog, donc ça c'est tout l'événementiel principalement. Le lab est ouvert, un tel, le lab est fermé, vous voyez, réouverture de la maison des assos, après les vacances. Qu'est-ce qu'on y trouve après? L'après-rentrée du lab, ça c'est un projet, la Star présente la boîte Star. Donc vous voyez, ça c'est typiquement, on va commencer à parler des projets, de ce qui sort du lab. Ça c'est un usager du lab, qui est aussi chez Télécom Bretagne, qui a fait une petite boîte imprimée avec de l'électronique open source. Donc, tout est documenté, n'importe qui peut la modifier, enfin, n'importe qui capable de cuisiner peut modifier la recette et faire son propre plat en fonction de ça. Et ça sert à la rencontre avec la Star, donc l'organisme qui gère les bus. Et ça vous permet d'avoir l'info en direct, votre bus arrive, il a 5 minutes de retard, ou il arrive dans 3 minutes, il va falloir accélérer le brossage dedans, parce que sinon vous allez devoir attendre le prochain. L'utilité de ça, mais l'usage... Moi, je ne prends pas le but, c'est pour ça que je dis l'utilité de ça, parce que c'est souvent présenté comme des trucs qu'on va généraliser partout. Voilà, mais c'est un exemple. Donc, Campo SV, ça c'est le fameux véhicule open source dont je vous parlais, que vous trouverez à Rennes 1 et à Télécom Bretagne, parce qu'eux, ils s'occupent plutôt de la partie alimentation, gestion électrique, de la charge, décharge des batteries. Enfin, voilà, ici c'est tout l'événementiel. Après, ça c'est quand on va à des maker faire. Les maker faire, c'est des gros rassemblements. Un peu un festival, je sais pas, un mélange de concours Lépine, de transmusical, de papy bricolo, enfin voilà, il y a de tout, et de jeunes bricolos. D'ailleurs, il n'y a pas que les papys qui bricolent, tout le monde bricole. Enfin voilà, c'est un peu, voilà, vous avez tout. Vous avez des projets qui sont devenus des projets avec une grosse visibilité financière et sur le web, et puis des projets, des gars qui font ça dans leur garage et qui sont juste contents de faire leur kit, quoi. Voilà, avec ici, vous voyez l'événementiel, captation citoyenne des données environnementales, journée fabrication numérique, donc ils ont fait des petits éléphants en plastique, kit des modules typo, enfin voilà, ça c'était des ateliers qu'on faisait avec des sérigraphies conductrices, installation d'un cloud à la maison, etc., etc. Ça c'est super intéressant, le Coombook, parce que je travaillais dessus, c'est pour ça que je dis ça. Bibliothèque sans frontières qui vient faire un boîtier. Donc l'idée c'est d'avoir une bibliothèque mobile numérique qu'on peut utiliser n'importe où. Dessus vous avez une copie de Wikipédia, vous avez une copie de vidéos, des cours, des choses comme ça. C'est un disque dur, sauf que vous l'allumez, il rayonne en Wi-Fi, vous vous connectez dessus et vous avez accès à... je crois qu'il y a Wikipédia en français et en anglais dessus, il y a une bibliothèque, il y a des vidéos, la Khan Academy, je ne sais pas si ça vous parle, les MOOC, ça vous parle, les cours massivement multijoueurs. Que vous pouvez consommer à la demande, vous en avez là sous forme de vidéo, le tout dans une boîte que vous pouvez soit acheter donc auprès de Bibliothèque sans frontières, même si c'est compliqué, ou la refaire plus simplement dans un lab, dans votre garage, dans un tech shop, dans un hackerspace. Voilà, c'est ça l'idée. Donc bref, tout ça pour vous dire que vous irez voir l'événementiel, c'est dans la rubrique blog. Pour tous les labs, là encore une fois, ça représente le lab étendu. Vous avez les infos de tous les labs. Après, à vous de savoir où c'est, de vous rendre au bon endroit. Le portfolio, c'est les projets qui sortent du lab. Donc, je vous montre ça, c'est pareil, on ne va pas passer la nuit à regarder ça, il est bientôt l'heure. Vous regarderez par vous-même par la suite, mais là je voulais juste vous montrer la diversité des projets. On va attendre, c'est une connexion diesel, ça va venir. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer le site de l'ESAB où on a le Lab Fab en lui-même. Donc là, quand vous arrivez sur le site de l'ESAB, en fait, le lab n'apparaît pas directement, il me semble. Quand je vais sur esab.fr, on va attendre. Ouais, c'est ça. Puisque l'ESAB, je vous rappelle, pas aux étudiants, mais au grand public, parce que j'espère que les étudiants sont au courant quand même, que l'ESAB, c'est 4 établissements. C'est Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Et qu'il va falloir aller sur la rubrique Rennes pour voir apparaître le lab. Physiquement, il est ici, au Beaux-Arts. Voilà, et à partir de là, vous avez la rubrique Lab Fab qui détaille un peu plus les particularités ici
des Beaux-Arts, c'est-à-dire l'ouverture au public le vendredi. Ce n'est pas le cas forcément de tous les autres labs. Ils sont tous ouverts au public, tous les labs que je vous ai cités. J'ai même d'ailleurs oublié l'écodomaine de l'étrier qui va intéresser tous ceux qui sont plus permaculture, biohacking, les enjeux un peu à ce niveau-là. Le biomimétisme, l'éco-conception, etc. Et vous avez à l'écodomaine de l'étrier, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, vous irez voir, ils ont un site web, ils ont aussi un lab. Et là, vous pouvez apprendre à utiliser une scie circulaire ou à faire des espèces de champignons qui vont vous faire des meubles ou des vêtements. Voilà, enfin, ce genre de hack. Ici, au Beaux-Arts, on va plutôt être orienté détournement créatif des technos, on va dire ça comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Beaux-Arts, par exemple, si vous venez pour graver du laser, enfin au laser du jambon, on ne va pas vous mettre dehors. On va essayer, si c'est pas dangereux. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, l'usage décalé, créatif des machines. Télécom Bretagne, je ne pense pas que vous allez pouvoir graver du jambon. Vous allez graver des circuits, mais vous n'allez pas vous faire bien voir. Voilà, donc si vous voulez avoir accès aux choses plus spécifiques au LabFab de l'ESAM, ça va être sur le site. Même si dans les grandes lignes, on pousse, nous, les dernières informations. Et si dans 95% des cas, ce qui sort là, ce que vous voyez sur le portfolio, ça a été produit plus ou moins soit aux Beaux-Arts, soit dans les garages des gens qui fréquentent le Beaux-Arts, les Beaux-Arts. Voilà, vous avez des projets d'étudiants ici, d'étudiantes en l'occurrence, où là on est vraiment dans les hauts de gamme parce que c'est marrant, je vous parle de ça, là c'est plus pour le grand public, les gens s'imaginent que dans les labs on fait forcément des trucs avec des fils qui dépassent partout, du sparadrap, de rondelles de citron et un sac aspirateur. Oui, on fait souvent ça avec, pour répondre à la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un lab, on fait ce qu'on peut déjà pour commencer. Et puis après, on fait ce qu'on veut quand on est sorti de ces contextes-là. Et vous avez aussi des projets qui sont super aboutis, avec vraiment une démarche. Derrière, il peut y avoir du sens. Au-delà de l'aspect design, packaging, si vous voulez. Je ne dis pas ça pour dénigrer le design, mais vous voyez, c'est au-delà de l'aspect visuel, on peut aussi interroger par le sujet même de ce qu'on fait, soit là, en l'occurrence, les matières utilisées. On mélange les matières nobles avec les bois précieux, ce genre de choses, les techniques traditionnelles de dorure à la feuille, savoir-faire, avec un Arduino qui va vous allumer un circuit, éteindre la lumière quand vous touchez un morceau de bois, par exemple. Vous voyez, où on va faire des lumières à travers le bois. J'avais fait un baby-foot comme ça, où on met une très fine feuille de bois avec des lumières derrière, ce qui fait que votre tableau d'affichage, les scores du baby-foot apparaissaient dans le bois. Vous voyez, ça, c'est des usages au début, on n'y pense pas forcément, c'est tout bête, mais ça fait de l'effet. Bref, voilà, après, pour aller voir, on va juste faire rapidement un aperçu. Donc ça, c'est quelqu'un qui récupère des châssis existants pour en faire des drones terrestres. Alors les drones, c'est pas forcément des avions. Un drone, ça veut dire, normalement, c'est largement galvaudé comme terme aujourd'hui, mais normalement, un drone, c'est quelque chose qui est autonome dans son plan d'évolution. C'est pas forcément un quadricoptère qui vole et qui va filmer la voisine par-dessus la haie. En gros, c'est ce que je veux dire. C'est souvent ou qui va aller tuer des talibans à distance. D'accord ? Un drone, ça peut être quelque chose qui est un sous-marin qui va automatiquement là où on lui a demandé d'aller et revenir. Ça peut être quelque chose qui vole, mais ça peut être quelque chose qui roule aussi. D'accord ? C'est un véhicule préprogrammé, on va dire comme ça. Une harpe électronique. Donc ça, c'est Génie électrique informatique de Rennes qui fait ça, à la Jean-Michel Jarre. En gros, donc ce sont des faisceaux laser. Ça sont des projets d'étudiants. Là aussi, beaucoup de maquettes. Si vous avez des maquettes à faire, on a beaucoup d'architectes qui viennent ici. Ils ont compris le truc. Ils ont un cutter géant automatique. Donc du coup, ça permet d'avoir des maquettes qui ont très rapidement de la gueule, pour le dire poliment. Ça, c'est un entrepreneur qui est venu prototyper au lab ce petit robot qui est un robot éducatif à base d'Arduino. Donc l'Arduino, c'est un petit composant électronique, une espèce de fond de tarte que vous allez utiliser en électronique pour faire déclencher un moteur, allumer des LED, etc., etc. Faire le chauffage chez vous, allumer votre porte de garage en fonction d'appel de phare. Enfin voilà, c'est une petite plateforme électronique qui vous permet de faire pas mal de choses sans être électronicien hardcore, quoi. Voilà, et qui a depuis monté une petite société. Scan 3D, ça c'est quelqu'un qui a mobilité réduite, qui est en fauteuil roulant et qui veut absolument faire une bouteille de parfum avec des doigts plus ou moins, des versions plus ou moins polies, des positionnements de doigts,
qu'on scanne, qu'on reproduit, voudraient en faire des systèmes. C'est pas bête, c'est assez drôle. C'est des histoires de. Vous connaissez, je vous verse un doigt de whisky ou un truc comme ça, sans tomber dans le graveleux. Mais l'idée, c'est voilà, d'avoir vraiment un doigt en guise de bouchon, verseur. Voilà. Vous voyez, on accepte vraiment tout type de projet. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment. Il faut par contre que vous soyez moteur sur votre projet. Quand je parlais d'autonomie tout à l'heure, c'est ce que ça veut dire aussi. D'accord ? Je parlais dans les hackerspace de méritocratie, de doocratie. Vous allez être leader sur le projet. C'est pas moi en tant que responsable du lab qui vais donner un aval ou un. Je ne suis pas chef de tous les projets, si vous voulez. Les projets se font, moi je les facilite, si vous voulez. Je fais en sorte que les gens se rencontrent, que les gens lisent les bonnes ressources, aillent directement au bon raccourci, mais je ne vais pas faire le boulot à votre place. J'essaie de ne pas divorcer et d'avoir une vie de famille. Donc voilà, c'est à vous aussi de bosser. On n'est pas dans la prestation. Vous voyez, vous n'arrivez pas au lab en disant bonjour, il me faudrait 18 morceaux de bois découpés comme ça, 3 cubes imprimés en 3D et ce fichier-là découpé sur du cuir au laser. D'accord ? On va vous dire super. Alors la laser elle est là, la CNC elle est là, et puis si tu ne sais pas tirer de logiciel, on va commencer par t'indiquer les logiciels à télécharger, vous préformer, aller dans les grandes lignes pour que vous puissiez aller chercher vous-même le soir en rentrant chez vous et revenir après, et on avance comme ça, on vous accompagne dans votre projet, mais c'est vous qui faites. Ok ? C'est aussi une des parties, une difficulté du coup du modèle économique des labs, puisque on s'interdit, en tout cas aux Beaux-Arts, de faire de la presta. C'est très facile de faire de la presta, de le faire en club de sport. Vous venez, vous payez l'allocation des machines et les matériaux. D'accord ? Et on fait pour vous. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, si, c'est comme dans les salles de sport. En fait, dans les salles de sport, c'est vous qui faites le sport. En fait, c'est pas le taulier, quoi. D'accord ? Donc en fait, ça marche pareil. J'ai rien dit. Voilà, ça ce sont des projets de. On interroge. L'alimentation qui devient un joystick, quoi, une interface. Vous allez faire du son avec votre fourchette en mangeant, en fonction, enfin, ce genre de choses. On retape, ça c'est un projet d'un quelqu'un qui retape une borne d'arcade à l'ancienne, vraiment canal historique avec un tube cathodique, il refait ça comme si c'était une vieille Harley. Il y a même le cendrier, vous voyez, ça serait complètement interdit aujourd'hui. Ça. On fait des tampons pour des événementiels, enfin ils viennent faire leurs tampons ici. Des assises, des luminaires, ça c'est beaucoup d'étudiants parce que c'est lié aussi à leurs travaux, à ce qu'on leur demande dans l'année. Un manche d'Opinel, ça c'est un déclencheur à haute vitesse à distance, une barrière infrarouge. Ça c'est un système qui permet de reporter les commandes, les pédales pour les gens qui sont en mobilité réduite. D'accord ? Donc ils ont accès à accélérateur et frein, mais au volant. C'est un système qui existe commercialement, mais qui est très cher. Et là, c'est un gars qui l'a refait en version à faire soi-même avec de la tige filetée de chez Leroy Merlin. Ça, c'est un jeu de cartes en bois qui est fait par une graphiste. Ça, c'est un projet de toilette connectée. Voilà, c'est le principe du siège dans les voitures un peu haut de gamme où vous choisissez, vous avez vos pré-réglages, le réglage pour monsieur, pour madame, pour celui qui vole la voiture, etc. Vous voyez, c'est un peu ça, mais pour les toilettes. Bon. Ça, c'est un foil, c'est pour quelqu'un qui va sous l'eau, et ça permet d'avoir une lame en fait, qui est mobile comme ça. Subwings, pour ceux qui connaissent, et en fait d'être sous l'eau et de se déplacer comme si vous étiez un requin-marteau. C'est un requin-marteau qui a la tête plate comme ça, qui se déplace. Oui, ou une raie, enfin voilà. Des bijoux, là c'est une personne qui est déjà une entreprise, qui est déjà artisan en bijouterie et qui vient faire des choses qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle vient découper des choses au laser pour ensuite les insérer dans sa création. Voilà, il y a un étudiant qui est venu faire un vélo ici, qui n'est plus étudiant depuis, un étudiant externe à l'école. Ça c'est un projet très intéressant de récupération de cartes perforées à l'époque. On programmait, on faisait pas des lignes de code, on faisait des trous dans des cartes, comme les métiers à tisser si vous voulez. Donc ça c'est une étudiante qui réinterroge ça et qui génère du son avec une boîte à musique. Enfin voilà, les trophées des petits doudous, ça c'est, vous voyez, ça peut être tout type de projet. Ça c'est le logo des petits doudous, c'est une association à l'hôpital, je crois si je dis pas de bêtises, qui récupère en interne les métaux, les seringues, des choses comme ça, tous les déchets pour les revendre, les valoriser derrière. Avec l'argent, développe de l'accompagnement auprès des enfants qui vont subir une anesthésie. C'est quand même assez violent. C'est l'anesthésie, en général, on vous sortez de là shooté, pour ceux qui ont
l'occasion d'être opérés. Et c'est surtout ultra stressant pour les enfants qui ne savent pas trop où ils vont. Donc il y a eu, avec cet argent-là, des tablettes numériques qui ont été développées qui permettent aux enfants d'avoir un petit message de leurs parents avant de rentrer dans le bloc, de jouer pendant qu'on va de la radio à un petit doudou, un nounours, on garde sur une thématique qui se déplace façon Mario, quoi, vous voyez, pour les déstresser. Et il s'avère que ça marche super bien. Ça marche du feu de Dieu, à tel point qu'il y a les universitaires se sont penchés sur la question en disant, parce que concrètement, dans les faits, les anxiolytiques, les volumes d'anxiolytiques et de chimie donnés aux enfants pour les calmer avant, ont diminué, la reprise derrière est beaucoup. Ça facilite plein de choses, y compris de façon objective. Donc c'est là une belle histoire. Et les doudous, ils ont été lauréats tout un tas de trucs. Ils ont dû faire un trophée vite fait. Et ça, c'est juste du styroforme, c'est-à-dire c'est de la mousse que vous achetez chez Leroy Merlin qui est découpée au laser par un labon, mais on a un effet comme ça, la peinture vient bouffer le plastique. Et on a un effet, les doudous, hop, le trophée 2015, c'est réglé. 40 centimes l'opération, et en plus elle a appris à se servir des fichiers, elle peut générer des fichiers, donc après elle reviendra dans un lab pour faire sa com par exemple. On a fait des porte-clés aussi pour eux, enfin ils ont fait depuis. Enfin, non, c'est pas vrai, les porte-clés on en a fait un petit peu parce il y avait beaucoup de porte-clés à faire. Bref, de l'architecture, vous irez voir par vous-même, hein, c'est pareil, on va pas y passer la soirée. Des chapeaux qui réagissent aux ondes cérébrales. Des boîtes, des robots. Là, ce que vous avez ici, c'est un robot Poppy, c'est un robot que vous pouvez imprimer, un robot humanoïde. L'Arduino, la fameuse plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, avec laquelle on fait beaucoup de choses. Le miroir, là, je vous parlais de savoir-faire traditionnel. Donc là, on est sur des tournages en façade de bois, dorure à la feuille, etc. Et quand on touche le miroir, il y a différents niveaux de luminosité. Ça, c'était un succès, y compris surtout pour la personne Lucie qui a développé ce projet, qui a aussi développé Lampe Mercure. Très beau projet. Je ne sais pas si ça a été primé, mais on peut dire ça. Non, ça a été exposé en tout cas à Beaubourg, etc. Enfin, voilà. Oui, design, oui. Voilà. Enfin, vous voyez, le lab, vous pouvez aussi le voir comme ça, quoi, comme un support de. Là, je parle aux étudiants de création. Vous voyez, tout ça sont des choses qui sont faites plus ou moins au lab. Juste pour vous montrer qu'on fait vraiment n'importe quoi. Alors si, une petite chose, là je vois, ceci n'est pas une arme à feu, c'est pour ceux qui ont joué dans les années 80 à la chasse au canard sur les consoles Atari, on avait des pistolets en plastique, là, tout. Je ne sais pas si ça vous parle, je prends de l'âge. En fait, c'est quelqu'un qui a refait ça, et il a fait un pistolet en bois, et c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que c'est la seule interdiction par défaut du lab. On ne fera pas d'armement. De trucs qui percutent le système, la percussion, quoi. On ne fera pas ce genre de choses, que ce soit en 3D, imprimé, découpé au bois, en cuir, en pomme de terre, on ne fera pas. D'accord ? Les pistolets à élastique à la rigueur, c'est jouable. On a fait ça en fait, on en a fait aussi pour récupérer les balles de Nerf pour les enfants. Le picotigotron, ça c'est un analyseur du génome, du prototypage génomique, dans une boîte. À faire soi-même. Donc quand je vous parlais de biohacking tout à l'heure, c'est plutôt ça qu'on va interroger là. Ça a été réalisé ici par des étudiants d'Epitech en partie. Enfin, c'est en partie. INRIA, c'est chercheur INRIA. Non, je mélange. Voilà, enfin, vous avez des trucs de malade et puis des choses toutes simples aussi. Juste, je voulais vous montrer un autre succès qui nous a complètement dépassé. C'est le projet Bionico. Alors, il y a Zifus aussi, c'est un dirigeable. Vous savez, vraiment des furieux hein, aux Beaux-Arts, certes, mais aussi dans l'entourage du lab. Il y a, le Zifus, c'est un dirigeable il doit faire 32 mètres, je crois. Donc là, on n'est plus dans les petits projets. Ça commence à devenir du lourd. Marvin Johnson a développé un véhicule solaire qui, lui, est homologué. Il a fait un tour d'Europe avec, et je vous parle de ça il y a 15 ans. C'était vachement... Voilà, ce genre de... Vous pouvez avoir... Et ce sont des gens qui sont ultra accessibles. Quand je vous parlais de réseau, c'est ça qui fait la force du lab, c'est que ce sont des gens accessibles. Si vous posez les bonnes questions, ils ne savent plus s'arrêter. C'est comme moi, et on peut y passer des heures. Ils sauront vous transmettre des compétences, les raccourcis, les expérimentations. Pour les étudiants ici, ça c'est un super projet aussi. Dans la série Chronophage, là on mixe. Le Manuka, c'est un didgeridoo, vous voyez ces instruments là.
australien à la base, je crois, c'est aborigène, des grands tubes. Là, l'idée, c'était de faire un didgeridoo de voyage, de poche, en céramique, en terre cuite, pour avoir une sonorité, etc. Donc là, le prototype est imprimé en 3D, et après 3 semaines d'impression 3D, on a différents modèles, donc différentes octaves, différentes sonorités. Et à partir de là, c'est refait en céramique. On a une contreforme, en fait, un moule, si vous voulez, qui vous permet d'obtenir au final le didgeridoo en céramique avec la bonne tonalité. Voilà. C'est bluffant d'ailleurs parce que ça sonne vraiment comme un didgeridoo alors que ça ressemble plutôt à un corps de chasse ou à un escargot tout plat. Voilà, tout ça c'est fait, c'est des étudiants qui se lancent là-dedans et qui mixent des savoir-faire traditionnels, encore une fois, avec des technos numériques pour comment on calcule les octaves, quelle forme il faut, etc. Là, l'impression 3D est tout indiqué parce que vous pouvez expérimenter dans tous les sens différents volumes, ça ne vous coûte rien et une fois que vous êtes arrêté, vous passez en production. Mais là, vous voyez, sa production, elle est faite en céramique, pas en impression 3D. Ok ? Voilà, donc ça c'est un des projets aussi qui est assez représentatif. Il y a beaucoup de gens vous allez beaucoup trouver d'imprimantes ou de CNC parce qu'il y a des gens qui viennent ici, non pas pour imprimer des choses, mais pour fabriquer une imprimante. Moi, ça a été mon cas, par exemple, l'impression 3D en soi, en tant qu'outil, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, fabriquer une impression 3D, enfin une imprimante 3D, ça m'a intéressé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'intéresse pas de cuisiner, mais par contre, fabriquer le four, fabriquer les casseroles, etc., c'est un peu ce truc. Donc il y a aussi des gens qui viennent pour ça. Pas pour l'usage de la machine, mais pour fabriquer en elle-même la machine. Et avoir les savoir-faire associés, c'est-à-dire l'électronique, le code, la mécanique qui découle de ça. Pour les étudiants en art, par exemple, concrètement, il y a beaucoup d'étudiants en art qui viennent nous voir pour faire tourner des statues ou pour faire bouger quelque chose. Voilà, c'est souvent en art, on va dans les casses auto récupérer du moteur d'essuie-glace de camion ou de voiture pour faire tourner un truc. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Il y avait un espèce de dessin animé, on faisait tourner une grande bande de papier, comme ça avec un moteur de perceuse par exemple, parce que souvent les étudiants n'ont pas les moyens d'assurer les développements, quoi. Donc on essaie de bricoler avec de la récup, ça aussi ça fait assez partie de notre culture, de faire avec l'existant ou la récup pour pouvoir le faire, quoi qu'il arrive, même si parfois ça n'a pas toujours une super tête, mais au moins c'est fonctionnel. Oui, on est souvent dans ces logiques-là. Okay, donc les étudiants en art, vous ne voyez pas forcément exclus du lab, au contraire. C'est vraiment non seulement une plateforme d'échange, mais voilà, on va pouvoir répondre à certaines de vos demandes. Okay, le seul truc, il faut que vous soyez au parfum, c'est que c'est maintenant que ça commence. Le lab est ouvert maintenant, en fait, dans 15 jours, parce qu'il faut que je termine la peinture et l'électricité. Mais ce que je veux dire par là, c'est venez, les questions indécentes que vous avez à poser, c'est maintenant qu'il faut, au début de l'année, au premier semestre, pas 15 jours avant votre examen, où vous êtes 200 à avoir la même idée, et il n'y a que 2 machines. Et encore une fois, je n'ai pas l'intention de divorcer pour les étudiants des Beaux-Arts et finir à des pas d'heures. D'accord, donc préparer des fichiers qui sont soi-disant bons, d'expérience en 4 ans. Les gens qui arrivent en disant vos fichiers sont bons, ouais, t'inquiète. En général, c'est ouais, t'inquiète, on va le faire tout de suite parce que là, tu confirmes ou pas en tant que moniteur. Tu verras ce qui t'attend aussi. Vous avez Théo qui est juste là, qui va être le moniteur avec Lucille qui est là-bas, monitrice. Voilà, il y a aussi les pannes, mais c'est des processus d'apprentissage. Donc, vous arrivez avec votre fichier Illustrator ou Inkscape ou peu importe, on va vous apprendre les trucs et astuces pour gagner du temps, les trucs à faire, à pas faire, les trucs qui vont vous éviter de vous arracher les cheveux. Et ça, c'est quand même mieux de le faire avant que dans la panique de l'examen, de la création, etc. Même chose pour le grand public. Là, il faut anticiper, non pas parce que vous avez des examens derrière, mais parce que vous êtes beaucoup. Pour vous donner une idée, l'année dernière, enfin quand je dis l'année dernière, c'est l'année scolaire, en juin, on était à 4 semaines de délai avant d'avoir accès à ne serait-ce que 10 minutes de laser. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut venir en amont pour réserver du temps. Déjà. Et puis il ne faut pas venir avec votre projet de domination mondiale directement. On commence petit. Et puis après, la domination se fait région par région. On commence département. Vous voyez? Donc toujours de façon incrémentale, en gros. Voilà. Et je vais revenir juste à une belle histoire. Ici, Bionico, c'est quelqu'un qui vient avec une amputée de la main droite suite à un accident professionnel lors d'un événement et qui découvre l'impression 3D et qui se dit « Ah mais c'est super, on pourrait imprimer une main ». Ben oui, on pourrait imprimer une main.
Et puis voilà, il dit ah, bah, super, il rentre chez lui et il se dit bon, ils sont gentils, ils m'ont écouté, super, voilà, fin de l'histoire. Sauf que il y a deux trois loulous au lab qui se sont emparés du projet. Et puis on a fait une première version là que vous pouvez voir ici en blanc là, juste voilà, sous les prothèses de bras. Qui s'intéresse à ça. Alors au début c'est du fil de corde à linge et trois morceaux de plastique imprimé comme des sucres un peu. Et ce qui s'est passé c'est que Nico repasse au lab, donc c'est Nicolas Huchet en l'occurrence la personne dont on parle, et il se dit mais merde ils se sont pas moqués de moi en fait, ils ont pris le truc à bras le corps et du coup il s'est impliqué dans son propre projet. Et c'est là où la belle histoire commence, c'est que son rapport au handicap, le rapport à sa problématique a complètement changé. Et quand je parle d'autonomie, de souveraineté, comme ça, lui, il a vraiment pris le truc à bras le corps. Et maintenant, c'est devenu une association qui a 4 salariés, qui a 1 million d'euros de budget, qui va ouvrir un lab dédié aux problématiques du handicap, en partenariat avec les AGFIP, qui sont les organismes qui gèrent je ne sais pas comment vous le dire simplement, enfin qui gèrent. Gère plutôt bien. Voilà. Et après, l'idée, ce serait en 2018 ou 2019 de pouvoir diffuser dans d'autres labs tout ce qui est problématique lié au handicap. Donc ça va du fauteuil roulant, par exemple, les projets, il y a 5 projets qui sont portés. Vous avez un fauteuil roulant pour enfants à base de tubes PVC, les trucs que vous achetez à Leroy Merlin. Ça vous permet de faire un fauteuil roulant pour enfants vraiment pas cher, fonctionnel. Alors c'est pas... Il n'y a pas le radar de recul et l'intérieur cuir, mais voilà, vous pouvez, pour un gosse, répondre à une problématique, surtout pas forcément en Occident. Voilà, vous avez la prothèse, qui est devenue aujourd'hui une prothèse qui est commandée musculairement. C'est-à-dire qu'il donne des impulsions musculaires et il a accès à un jeu de position, plus ou moins aimable d'ailleurs. Mais ça va de porter un sac à indiquer direction, et après c'est un projet qui continue. Je vous dis, maintenant il y a plus d'1 million de budget et on est parti pour vraiment faire les choses sérieuses, parce que ça a démarré dans un garage en gros. Enfin après ça s'est fait vraiment avec les moyens du bord, quoi. Voilà, donc ça c'est la belle histoire. Je vous dis pas ça pour envoyer du rêve, je vous dis juste ça pour vous montrer que c'est vraiment possible, parce que c'est une question de Nico. Ce qu'il a trouvé là, il n'est pas lui-même technicien, mais ce qu'il a trouvé c'est aussi un réseau, des conseils, et puis à partir de là il a construit son propre projet. D'accord? Voilà, puis avec les médias sociaux, ça a pulvérisé le truc. Voilà, ça fait partie des belles histoires. Vous avez aussi dans les belles histoires des gars qui se rencontrent ici avec des projets qui leur étaient propres. Ils se rencontrent, ils discutent, il y a des convergences. Et puis finalement, ils font une imprimante, et puis ils ouvrent une société, et là, ils font une boîte qui distribue des imprimantes et qui conçoit des imprimantes 3D. Voilà, donc c'est une petite boîte, etc. Mais voilà, ça fait partie des bizarreries dont je vous parlais, de bibliothèque et de librairie, en termes de modèle économique, parce que c'est à notre bilan, mais c'est pas au bilan financier, c'est au bilan indirect, si vous voulez. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un effet de bord, quelque part. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'espère que vous l'avez perçu au travers des projets, qu'on ne jugera pas, qu'on ne filtre pas. Il n'y a pas de comité de sélection des projets. La sélection, elle se fait toute seule, elle se fait par votre motivation et par l'acceptation du public après. Et puis votre faculté à tisser des liens. Voilà, c'est souvent ce qui se passe au lab. Vous avez un retraité qui a 30 ans de mécanique automobile ou 40 ans de mécanique de SAV en machine à laver par exemple, qui ne connaît pas du tout la partie numérique, mais par contre vous n'allez pas lui expliquer ce que c'est qu'un moteur, un relais électrique ou un circuit de puissance. Et vous avez à côté des étudiants ou des jeunes du grand public qui viennent et qui ont l'intelligence de brancher des LED sur de 220 volts, par exemple, qui s'étonnent que tout disjoncte et que ça brûle dans la baraque, mais qui eux savent tweeter ou qui connaissent le fonctionnement d'un mail par exemple. Et ce mélange-là fait que vous avez des jeunes qui apprennent la méca, les choses, un moteur thermique, à réparer un Solex, ça peut partir dans tous les sens, mais des choses plutôt classiques, et des retraités qui transmettent leur savoir-faire et qui viennent apprendre le numérique et générer des fichiers. Par exemple, c'est marrant de voir un menuisier qui a connu que le ciseau à bois et qui vient au lab pour apprendre à refaire autre chose, mais à le faire numériquement et à le produire en série, par exemple, juste pour le plaisir de savoir le faire, en fait, d'être à la page, si vous voulez, intellectuellement, entre guillemets, pour lui. Il n'a pas de velléité de boulot derrière, ou même d'usage.
On a un retraité qui fabrique des machines et quand il a fait ses machines, ben, il en fabrique une autre. Et sa machine, il ne s'en sert pas. Comme moi, c'est pas ça qui l'intéressait pour l'impression 3D. D'accord? Voilà, donc, ce que je veux vous vraiment transmettre, c'est le numérique à la bonne franquette. On ne va pas vous juger, vous pouvez vraiment venir avec tout type de projet. Si c'est pas dangereux, si c'est pas de l'armement, on va vous écouter. Et on va essayer de vous orienter. D'accord? Même si, je vous rappelle qu'au lab, on a aussi la culture de l'échec. Dans Makerspace, donc pour nous, l'échec, c'est le début de la réussite. Donc on n'a pas peur de se planter. Et c'est aussi une culture. Il y a des gens qui n'osent pas faire ou qui disent oh mais non, mais c'est complètement con. Oui, peut-être, mais ce sera de l'expérience qu'on va tirer de ça qu'on va corriger le tir ou s'améliorer. D'accord? Ça rejoint la démarche incrémentale dont on parlait tout à l'heure, du petit projet avant la domination mondiale. Ok? Donc ça, ayez vraiment ça. J'insiste parce que au Beaux-Arts, j'ai constaté on a une double chape de plomb. On a beaucoup de filles, donc culturellement, qui ne sont pas forcément versées dans la technique, parce qu'il y a une vue de l'esprit, mais c'est un fait, et des artistes. Alors je le schématise, mais comme si j'étais de l'extérieur, vous voyez, donc tout ça, ça fait un public qui à la base n'est pas du tout orienté technique, à qui un condensateur ça fait peur, une ligne de code on n'en parle pas, etc. Alors c'est des images d'Épinal, mais on le constate quand même, et avec une grosse partie de mon boulot aux Beaux-Arts, ça a été de faire ça, c'est-à-dire de se rendre compte que tout ça c'est accessible à tout le monde, que c'est pas une question de sexe, de longueur ou de couleur de cheveux, ou peu importe, c'est une question de motivation. Et puis de besoin aussi, parce que si vous n'avez pas besoin, si ça ne vous intéresse pas, on va pas vous... D'accord? Ce sera la grosse différence par rapport aux ateliers classiques. Pour les étudiants, là je parle, les ateliers métal, menuiserie, etc. dont je parlais, tout à l'heure, vous êtes plus dans l'apprentissage, vous allez avoir un workshop dédié pour les premières années, par exemple, vous allez faire apprendre à souder. D'accord? Donc ça fait partie du cursus, vous allez apprendre la 3D, des choses comme ça. Et après, ça fonctionne plus ou moins en mode prestation, c'est-à-dire vous allez à la menuiserie, vous allez demander, pour des raisons de sécurité, au moniteur, enfin même pas au responsable de l'atelier, de vous débiter telle section de bois en telle longueur. Et vous revenez ou vous attendez pour récupérer le résultat de pas votre travail. Ok? Au lab, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si vous venez avec, encore une fois, des plans, un projet, etc., c'est vous qui allez le faire. Ok? J'insiste parce que 15 jours avant l'examen, ça fait vachement de différence quand vous êtes prêt à l'avance. Ok? C'est clair? Vous avez des questions ou... Je termine vite fait parce que c'est quand même l'heure de l'apéro, là. Je suis en retard, non? Un quart d'heure, large. Voilà. Pas de questions particulières. Tout ça, c'est gratuit. Vous avez le détail, j'insiste, pour le grand public, encore une fois, dans les tarifs à propos. Je l'avais noté. Mais en gros, voilà, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus tous les vendredis, sauf quand c'est annoncé sur la FabFR, 9-18. Okay. Et vous aurez des moniteurs aussi, là je parle pour les étudiants. Vous avez des moniteurs, vous avez Lucille et Théo, donc, qui seront là pour vous accompagner aussi. La jauge du... Alors sur une seule session de formation, alors ça dépend. Soit on reste dans le lab pur et dur et là on va recevoir jusqu'à 10 personnes grand max confortablement. 5 c'est nickel, 10 on commence déjà, mais c'est faisable. Après on peut aussi quand il fait beau sortir les tables de ping-pong et faire des workshops dehors, quoi, dans le couloir ou monopoliser une salle, sauf que maintenant cette année là ça devient vraiment une problématique. Enfin je suppose que vous allez me confirmer la place dans l'établissement. Ça devient problématique. Donc ça veut dire concrètement que pour des ateliers grand public, je peux aller de moins en moins parasiter, pousser les élèves pour 1 heure. Chose qu'on faisait le midi par exemple. On a commencé comme ça là, au début, on faisait des workshops sur des tables de ping-pong, dans les couloirs, dans les passages, des salles de classe. Bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est sportif maintenant. Voilà. Et puis comme il y a de plus en plus, notamment là par exemple dans la section design qui est très proche de là où on est, de plus en plus d'étudiants en 2e année, donc c'est juste pas gérable, quoi. On ne va pas les pousser parce que les étudiants sont prioritaires du lundi au jeudi et le vendredi c'est l'inverse, mais on ne va pas impacter le minimum ce qui sort. Après on peut s'arranger autrement, il y a aussi les temps plus calmes, les vacances, les choses comme ça, ou l'établissement.
Si l'établissement est fermé pour les étudiants, ou les ateliers, le lab, pas forcément. On a notre propre calendrier. C'est pour ça que je vous invite à LabFabFR, regarder les infos et les blogs. Voilà. Je vous avais préparé une petite biographie pour ceux que ça intéresse. Il y a des bouquins pour ceux qui veulent lire aux toilettes cet hiver. Il y a des super bouquins. Notamment, là, je parle plutôt... les gens visés par ça, c'était plutôt ceux qui vont faire les cours du soir, qui voudraient une bibliographie, une chose ingurgitée cet hiver. Sinon, les étudiants d'ici qui sont intéressés et qui ont de l'aspirine en quantité. Il y a quelques bouquins qui peuvent vous faire passer les maux de tête. Voilà. Puis pour le grand public, il y a des bonnes ressources. Ça vous évitera d'acheter des bouquins ou de les télécharger aussi. Et puis les liens, vous apercevoir que ce n'était pas tout à fait ça. Là, ça vous permet de les consulter avant de les acheter, par exemple. Ou même de les emprunter, puisque vous pouvez emprunter, ça j'ai oublié de le dire, les étudiants comme le grand public, vous pouvez emprunter du matériel au lab. Pas le matériel, vous n'allez pas emprunter l'atelier sérigraphie, mais aux Beaux-Arts, par exemple, au lab, on a des kits Arduino, des petites plateformes électroniques. Si vous avez besoin de capteurs d'humidité, de moteurs, de choses à tester, venez nous voir avant. D'accord ? Même au début de votre projet, là je parle surtout pour les étudiants, ayez le réflexe de venir avant. Vous avez une idée, même si elle vous paraît farfelue, venez en parler, ça vous évitera des fois de faire des choix techniques qui sont vraiment pas judicieux, qu'il faudra modifier à 15 jours de votre présentation, etc. D'accord ? Ou vous êtes en train de vous embarquer dans un truc qui va vous coûter 8 millions de dollars, mais vous ne le savez pas encore. Voyez ? Ou des trucs où oui c'est faisable, mais il faut 40 ingénieurs, 3 électroniciens, 2 traducteurs, une cuisinière, un secrétaire et un trésorier pour le faire. Donc pas dans un temps scolaire ni avec des budgets scolaires. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on est déjà en retard. Vous avez vous aussi des vies de famille. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, pour le grand public, le vendredi, c'est la bonne franquette, il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis pour répondre plus précisément à la jauge, en fait c'est flottant. Ça dépend de la météo. Quand il pleut pas, non mais vraiment, on voit, c'est comme les restaurants, quoi. Les gens en terrasse, quand il fait... C'est un peu ça. Des fois le matin on arrive, il y a 5 personnes qui nous attendent, ils sont là depuis un quart d'heure. Et puis des fois, on voit personne avant 10 heures, quoi. Mais c'est rare d'avoir... Enfin, j'en ai jamais eu de mémoire, personne. Ça n'est jamais arrivé depuis l'ouverture. Voilà, le truc c'est anticipation. Venez maintenant et après on voit... voilà. Et puis on vous ouvre les réseaux.